Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, nombreux, très nombreux. Pardon, je vais laisser les deux cinéastes, donc, Gaël et Paris-Luc, qui va être présenté leur film respectif. Et je vous invite à rester après la projection, où nous allons en discuter avec Luigi, donc, qui répondra à vos questions, et puis, sûrement. Je vous passe le micro, je vous laisse présenter vos films. Bonjour, merci d'être aussi nombreux, merci au festival, merci à Jérôme qui va animer le Q&A après, et à toute l'équipe aussi de réception qui a pu placer ce public nombreux. Moi je vais présenter un court-métrage tourné en Super 8 au Pérou entre 2015 et 2022. Ce sont 3 petits films courts qui sont parcourus par un rapport à l'archéologie, à une certaine agentivité et à une magie du paysage, et qui utilisent le film Super 8 comme un médium quasiment archéologique, voilà, de fixation de forces invisibles. Et ce sera suivi donc de la discussion avec Merci. Bonjour, merci d'être là. Merci au festival aussi, bien sûr, pour cette sélection, c'est vraiment une chance. Moi, je profite donc de cette projection aussi pour remercier l'équipe, et entre autres Nicolas Contant qui a fait l'image, et Serge Renko qui est ici, qui est donc l'acteur principal du film, ainsi que Gaëlle Jones, la productrice du film, et Gaël Techer, le distributeur du film, puisque le film sortira en salle le 2 septembre. Voilà. Je vous souhaite une bonne projection. On va laisser sortir un peu les gens, puis on va pouvoir commencer la discussion avec Luigi. Ça marche. Moi, ça marche. Oui, c'est toujours un peu répétitif. Ça a fonctionné. Toujours, je crois qu'on m'a parlé de repas quand c'était là, c'est toujours compliqué. Le court, le long, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est, il me semble que c'est une formule. Moi, ce que vous avez dit avec toi, tu verras, ça marche. Les gens sont restés. C'était bien, ouais. C'était plus challenging sur le grand truc de l'Arlequin, mais je trouve que par rapport à Super 8, c'est peut-être plus juste. Oui, c'est bien, j'avais un peu des films. C'est bien. Mais c'est ça, on perd un peu d'infos par rapport à ouais, je pense que l'image, le projecteur n'est pas très en forme, donc les noirs. C'est ça, c'est la lampe qui est. Dans les premiers jours, il y a eu une projection comme ça de très beaux films, mais ouais, c'est la vidéo qui n'est pas non plus d'accueil. Ouais, Tao. Il m'a dit, oui, son film est très sombre. Je l'ai vu hier. On va voir Viroville. Tu vas venir à la Arlequin? Non, je suis sur vendredi. Ah, très bien, très bien. Ouais, j'ai continué jusqu'à 3h du matin. Ça t'a plu? C'est bon? Oui, carrément. J'enseignais à l'AIR en fait, donc je la connais avec Alain Danégra. Oui, bien sûr. Et maintenant, nous ferons tout à fait. Elle est brillante, hein. Ouais. Mais sympa aussi. Alors, merde. Ça marche. Bon. Alors, Luigi, bon, je ne vais pas te faire re-raconter ce que décrit déjà un tout petit peu le film sur les 3 films. On va peut-être. Ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Non, je veux dire le minimum d'informations, et puis on comprend que bon, ce sont de fait 3 segments d'un film, mais ce sont aussi avant tout 3 films distincts. Alors, pardon, j'ai l'impression que vous avez déjà précisé quelque chose, mais je t'écoute. Je voulais juste donc avoir quelques éléments, peut-être, notamment sur le fait que ça fait se rejoindre, il me semble, à la fois l'aspect un peu hanté du film, et puis quelque chose de très concret, c'est que il s'agit dans les 3 cas d'observer quelque chose. On est vraiment en train de regarder des ruines, un lieu, des pétroglyphes, etc. Et à la fois, à chaque fois, le regard est travaillé par quelque chose au-dessus de lui ou derrière lui, ou
Donc dans un cas, c'est un livre d'images, des photos qui préexistaient et qui ont inspiré l'agencement et le cadrage. Et un poète aussi. Et un poète, absolument, qu'on entend, là, si je ne dis pas de bêtises. Le deuxième film, pour le coup, on entend un texte qui est lui-même une observation, une description, qui est très belle, qui est très poétique aussi. Ouais. Et alors, évidemment, le troisième, bon, alors là, c'est une hantise au sens propre, enfin, peut-être. Est-ce que tu as envie, alors, pareil, sans forcément tout détailler, mais de nous parler un petit peu de cette espèce d'arrière-fond, un petit peu de chacun des films Oui, complètement, oui. C'est 3 films qui ont été montrés aussi en exposition, en installation, en fait, de façon séparée, et que j'ai pensé réagencer pour le dispositif cinématographique, c'est-à-dire un dispositif collectif dans un temps linéaire où les spectateurs se synchronisent, disons. Mais néanmoins, chacun des films a son autonomie, je pense. Il y a un fil rouge qui les traverse, comme tu disais. Et pour le premier film, c'est donc un livre de photographie péruvien classique, un livre moderniste de photographie de José Casal sur ce palais inca qui s'appelle Puruchuco. Qui m'a inspiré, c'est un livre un peu de collection comme ça, puis je suis allé, c'était pendant la période du Covid, c'était 2022, enfin la fin du Covid, et le site était entièrement vide, et je l'ai fait une première visite, et je suis retourné avec ma caméra Super 8 dans mon sac à dos, et j'ai repris les cadrages des photos de Casal, qui sont des photos très posées, noir et blanc, un pur héritage du Baos, comme ça, très graphique. Pardon, je me permets d'insister à ce moment-là, mais tu dis les cadrages, mais il y a quelque chose qui cadre vraiment beaucoup, c'est les lumières, les obliques, etc. Est-ce que tu t'es inspiré de ça aussi? C'est-à-dire que tu as cherché à trouver les moments de la journée, peut-être Non, parce que j'étais en visite, mais l'architecture fonctionne de telle façon qu'il y a quelque chose qui est très... voilà, c'est librement inspiré. Tu vois, les photos sont noir et blanc. Moi, j'étais sur pied, en couleur, donc je voulais pas être non plus dans une forme de nostalgie. C'était vraiment plutôt comme tu disais, une espèce de hantise où là, il y a cette question de la fabrication des images d'archéologie, en fait, de la représentation aussi de l'archéologie, de l'architecture inca comme une architecture qui est proche d'une architecture moderniste, un peu comme l'architecture traditionnelle japonaise, par exemple aussi. Il y a des photographes japonais comme ça qui ont travaillé dans la lignée du Baos. Et donc il y a déjà une espèce de première hantise au niveau du cadre. Et en fait, il y a un grand poète péruvien, un poète concret qui s'appelle Jorge Eduardo Eyelson, qui a écrit le texte de ce livre en fait. Et du coup, dans des archives sonores, j'ai retrouvé un poème sifflé, improvisé par Eyelson. Donc c'est sa respiration qu'on entend pour ramener sa présence qui reste invisible sinon dans le film aussi. Donc il y a une espèce de hantise dans la fabrication des images et à la fois dans la bande son de ramener cette présence, absence d'Eyelson par le biais de sa respiration en fait. Okay. Et pour les pétroglyphes ou encore pétroglyphes, donc c'est les gravures très légères sur la pierre. Et ce site de Huancor est dans les Andes centrales. Et c'est un ami guérisseur, chaman péruvien que je fréquente depuis des années. On venait, pour la petite histoire, de faire une cérémonie de cactus San Pedro, qui est un cactus mescalinien. Et dans la journée, il s'occupe un peu de moi pour pas que je m'ennuie, parce que je l'ai déjà filmé plusieurs fois et tout ça. Et il m'a dit, va voir dans la montagne, il y a un site qui va te plaire avec des dessins. Donc je suis parti avec un mototaxi et je suis arrivé sur ce site de Huancor. Et j'ai refait une cérémonie la nuit, parce que la cure se fait en 3 fois, en 3 nuits. Et j'ai eu une espèce de réminiscence de tous ces dessins toute la nuit qui se superposaient comme ça. Et je suis retourné avec ma caméra Super 8, du coup, à la recherche des signes que j'avais aperçus. Et finalement, le film est monté en tournée-montée quasiment. C'est-à-dire que j'ai laissé complètement la recherche des signes. Et je pense que le film devient un peu le film de la recherche des signes, en fait, mon rapport du corps au paysage et du regard, et à la fois, voilà, comme tu disais aussi, un film qui est complètement traversé de signes, de signifiants, puisque ce site a été pratiqué pendant plusieurs milliers d'années par plusieurs civilisations, donc c'est un peu un palimpseste aussi de signes. D'ailleurs, à un moment, on voit même des graffitis contemporains aussi dessus, on entreaperçoit. Et la liste vient d'un texte, d'une somme sur les pétroglyphes péruviens d'un archéologue cubain
qui s'appelle Jiménez, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Castro, et qui était ambassadeur au Pérou aussi, et qui a fait 3 tomes énormes de relevés, de descriptions des pétroglyphes. Donc des dessins et à la fois des descriptions comme ça. Et j'étais intéressé de ramener ce texte non synchronisé sur les images comme un espèce de rapport poétique, texte-image, tu vois, avec la description qui se cale, se décale. Et peut-être le dernier film parle un peu pour soi à partir du texte. En fait. Alors, peut-être que je vais répéter sinon le... Non mais justement, j'ai une question précise, juste pour revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire au sujet du deuxième, mais ça vaut pas les trois. J'avais une question au sujet du Super 8, parce que j'ai l'impression, tu me confirmes ou pas, mais que le filmer en Super 8 dans ces conditions-là permet à la fois, enfin, t'as permis à la fois d'épouser ce regard un peu marcheur et qui découvre, et il y a toujours quelque chose d'un peu très direct avec le Super 8, voilà, et en même temps... de l'ordre du dessin ou de la prise de notes, d'une écriture notationnelle. Tout à fait. Ouais. Et à la fois, évidemment, le grain du Super 8 fait qu'on est un peu chez les fantômes aussi, quoi. Oui, carrément. Il y a un rapport, je ne sais pas si on en avait parlé, mais où moi j'ai commencé à filmer avec la caméra mini DV, en fait, qui permettait aussi d'être quelque chose de très physique, corporel, très pratique, mais où c'était des plans très longs. Et puis à un moment, j'ai eu la possibilité de tourner en Super 8, où alors là, ça se raccourcit, c'est des bobines de 2 minutes 30, et il y a une espèce de concision, comme ça, de choix qu'on fait, mais où la caméra peut vraiment épouser le corps, comme c'est frame par frame, il n'y a pas cette déformation de l'image et tout, donc on va prendre des choses très très précises. Et je trouve que ce temps court permet d'avoir une espèce de condensation du regard sur certains moments. C'est souvent sur des projets plus longs, des projets plus documentaires, que j'amène une caméra toujours avec moi, et c'est des choses qui attirent mon attention comme ça, et c'est un peu comme des side works qui apparaissent comme ça. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très fantomatique dans la relation à la pellicule, puisque la pellicule, la chimie de la pellicule enregistre à la fois les ondes visibles pour les yeux, mais aussi enregistre l'infrarouge, enregistre l'UV, qui sont des vibrations lumineuses invisibles en fait. Et donc il y a cette espèce d'indexation à la fois du visible et de l'invisible qui m'intéresse dedans, surtout par rapport à ces 3 petits films en fait, d'où l'idée aussi de les mettre ensemble. Alors sur le troisième, j'ai une question qui concerne le montage, parce que donc, tu expliques sur un des cartons qu'il y a les 2 fois... La première fois, la caméra a subi les avaries qu'il faut voir ici, et puis qu'une fois l'offrande faite, ça marchait mieux. Ce que je trouve intéressant, et ce qui m'interroge, c'est la façon dont tu as tressé dans le montage les deux voilà. J'aimerais savoir comment est venue cette idée. Est-ce que tu as pensé à autre chose? Est-ce que tu as pensé à montrer une seule des 2 versions? Voilà. Pourquoi cette manière de faire s'épouser, d'entrelacer? J'ai été pendant longtemps sur un montage que j'avais fait qui était plus comme un montage de repérage. C'est des images que j'ai fait pendant un repérage pour un autre film en fait. Et pendant les repérages, je me baladais avec ma caméra Super 8, je faisais plutôt des photos au téléphone et j'ai filmé comme ça. Et j'ai fait un montage avec juste les images propres, on peut dire, de l'après-midi. Et à un moment, je visionnais ces images avec un ami, et en discutant de tout le projet, en lui montrant les autres petits films, en fait, je me suis rendu compte que c'est les images altérées finalement qui indexaient justement le phénomène, en fait, qui avaient enregistré le phénomène, et qui étaient peut-être même plus importantes que les autres dans le processus de montage. Et dans le contenu du film plutôt, et au montage en fait c'est une alternance des plans du matin que j'avais tourné en noir et blanc et des plans de l'après-midi qui sont tournés en Kodak couleur, et en fait donc il y a une espèce de redoublement des plans comme ça, un truc un peu de l'ordre du cinéma presque structuraliste, de répétition comme ça, d'épuisement. En partant des plans du matin, parce que dans ma besace j'avais du Trix noir et blanc et du Kodak couleur, et le matin donc j'ai tourné en noir et blanc, j'ai tous ces plans droppés, voilés, altérés de diverses façons, et les plans couleurs de l'après-midi, donc je les ai plutôt entrelacés plutôt que de les mettre les uns après les autres, disons. En fait il y avait cette idée d'essayer quelque chose, de recommencer, puis de casser le sort, quoi, de le transformer, quoi. Concrètement, sur ta présence dans ces lieux, que ce site donc plein d'ossements, et aussi tu expliques un peu ce que c'est sublime et c'est funeste en même temps, enfin, ce qui est évidemment pas contradictoire. Quand on te dit
après le tournage entre guillemets raté, mais réussi, de manière, quand on te dit qu'il faut faire une offrande, etc., et que tu y retournes. Je ne peux pas me poser cette question, mais comment est-ce que tu te sens dans le même état, toi, physiquement, avec ta caméra ici, que la première fois? C'est-à-dire que on te dit quelque chose quand même entre les deux. Alors, j'imagine que tu avais quand même entrevu l'idée que c'était un lieu habité, mais enfin là, tu l'as senti vraiment, en tout cas la caméra l'a senti. J'aimerais juste savoir voilà, à quel point ça a été différent d'être là avec la caméra la deuxième fois, ou est-ce que ça n'était pas du tout? Entre-temps, il y a eu un repas, cette discussion, et c'était un peu... la façon dont c'était amené était très simple par Wilson, par mon chauffeur, et du coup, j'avais déjà entendu parler de ces pagots à la Tira, de ces petites cérémonies, et par rapport à ce que j'avais vécu toute la matinée où j'avais ramé alors que cette caméra marchait parfaitement et tout, ça faisait tellement sens. Et puis comme tu dis, c'est un lieu très éprouvant en fait, quoi. Oui. C'est-à-dire que je suis arrivé, il y avait cette tête, à un moment j'avais l'impression d'être littéralement observé, mais au sens propre. Je cherchais dans le paysage, et puis à un moment je vois cette tête avec le voile comme ça, qui était vraiment comme ça me regardait. Et donc la deuxième fois, quand je suis retourné, j'ai pas retrouvé la tête en question, mais par contre j'ai retrouvé le site et j'ai repris quasiment les plans un peu en mode automatique. Je me souvenais exactement de tous les plans que j'avais fait le matin, et c'est un peu comme s'il y avait un espèce de relâchement. Enfin, la caméra marchait parfaitement, et il y a un état très très différent de relâchement, un peu on peut dire presque énergétique, on pourrait dire, et où je suis allé jusqu'au bord de l'océan en fait, et où ça... C'est comme quelque chose en deux parties, quoi, qui se déplie. Et... Oui, donc une espèce de... Le matin, c'était plutôt une espèce de... C'est vrai que j'avais un peu peur aussi. Je ne savais pas du tout devant quoi j'étais, parce qu'en fait, mon chauffeur Wilson était resté sur la piste, et moi j'étais seul, en fait, avec la caméra à cet endroit, et j'avais jamais entendu parler des Waqueros. Enfin, vaguement, je savais qu'il y avait des pilleurs de tombe et tout, mais quand je suis arrivé sur les crânes et tout ça, par exemple, il y a un crâne avec un trou au milieu comme ça, et sur le coup j'ai cru que c'était une balle, mais après je me suis dit c'est pas possible, il n'y a pas de balle à cette époque-là. Puis en fait c'est une baguette époque précolombienne, quoi, pré-inca même, et en fait ce sont les baguettes qu'utilisent les Waqueros pour forer le sol, pour sonder le sol, et en fait qui tapent dans les eaux. Et quand ils sortent la baguette et qu'ils voient que la baguette est blanche ou rouge, ça veut dire qu'ils ont tapé dans de la céramique ou dans de l'os en fait, et puis c'est là qu'ils commencent à creuser. Et c'est comme ça que tu retrouves des os, et d'ailleurs qu'on peut retrouver au Quai Branly pas mal de vases avec des trous qui ont été réparés et qui ont été rachetés par des archéologues au début du XXe siècle, à la fin du XIXe. Voilà. Y a-t-il des questions? J'en fais dans la lignée de ce qu'on vient de se dire. Est-ce que le matin, oui, le matin, est-ce qu'à un moment tu as songé, est-ce que tu as bien un lien entre ce qu'il y avait avec la caméra et les notions funèbres et réalité des lieux, ou est-ce que ça t'a apparu que quand on t'a dit il faudrait te faire une offrande? Non, c'est apparu. Non, j'ai pas bien compris sur le matin ce qui se passait en fait du tout. J'ai multiplié les pellicules, quoi. J'ai réessayé plusieurs fois. Et non, j'ai mis ça un peu sur le compte de l'épuisement, de la chaleur, et c'est vraiment dans la discussion avec Wilson en fait qu'il y a eu une espèce de dimension. Mais après ce film, c'est vrai que c'était en 2015. Et c'était un projet de film avec Jean-Pierre Léaud, qui finalement voulait rencontrer un chaman, et du coup Jean-Pierre n'est pas venu, mais j'ai rencontré le chaman en son nom, et on a travaillé sur Jean-Pierre à distance. Et puis après c'est quelque chose qui a continué jusque mon dernier voyage, c'est en 2022 au Pérou. Donc en fait c'est une espèce de moment qui m'a amené très très loin. Et je me suis retrouvé, comme je le dis dans le texte, en 2022 à filmer un peu par hasard, exactement au même endroit, sur cette côte. Donc oui, il y a aussi une forme de hantise qui m'a ramené chaque fois à cet endroit, voilà, de boucle qui s'est fait aussi dans le temps sur une très longue durée, quoi, en fait. Voilà, qui est inexpliqué à ce jour. Est-ce que... alors,
Donc le film a d'abord été, enfin les 3 films ont d'abord été montrés dans un cadre de galerie. Est-ce que c'est la première fois que toi-même tu le vois dans une salle, comme tu disais tout à l'heure, synchronisé avec tout un public, et où est-ce que ça a déjà été le cas avant elle? Non, c'est la première fois. Ouais. Alors est-ce que, la question que j'avais posée, c'est est-ce que, toi qui naturellement connais bien ces 3 films, qui les a déjà vus agencés mais dans un autre contexte, est-ce que le fait de les voir dans cette configuration-là, qui est celle de la salle de cinéma, est-ce que tu as redécouvert quelque chose dans tes films, ou est-ce que peut-être tu as vu un seul et unique film d'une manière nouvelle? Voilà, je vais te poser simplement cette question, puisque tu parlais de manière assez judicieuse, assez belle de l'idée que dans une salle de cinéma, il y a une synchronisation des regards, ce qui n'est pas le cas dans une galerie. Dans l'interview que tu as donnée pour le festival et qu'on trouve en ligne sur le site, d'ailleurs tu l'expliqueras mieux que moi, mais tu expliques que voilà, dans une galerie, évidemment, comme c'est le spectateur qui se déplace, Oui, c'est plutôt le spectateur qui fait la pièce, quoi, sa temporalité, sa subjectivité. Là, c'était sur 3 écrans, donc en fait, il pouvait passer 2 minutes sur l'une, s'asseoir devant l'autre, repartir. Et alors, toi, si au téléphone, même. Enfin, c'est vraiment un rapport différent. Les sons se mélangeaient aussi. Et là, du coup, je trouve que l'expérience de la linéarité marche bien. C'est un peu. C'est très différent, il y a quelque chose qui est plus de l'ordre du recueil, en fait, dans l'expérience, enfin du recueil comme un recueil presque de poésie, quoi, une espèce de suite comme ça, quelque chose de l'ordre de la suite. Et puis du mouvement, je trouve que dans le mouvement, on marche à travers les 3 sites aussi. C'est ça, c'est comme si on traversait les 3 films en fait. Alors que dans l'installation, j'avais l'impression qu'on les recevait plus en fait comme quelque chose plus de l'ordre du vortex, presque je pourrais dire, puisqu'il y avait ce mouvement dans la salle des 3 films en même temps. Puis des fois on passait au texte, au mouvement de la caméra. Alors que là, c'est plus comme un tunnel, quoi, plus comme une traversée à travers les 3 films en fait. Ouais, il y a quelque chose plus de l'ordre de la traversée. Oui. C'est intéressant de savoir ça, ce que vous avez dit, parce que la sensation, il y a une sensation de fragmentation d'une personne qui voit, qui regarde, mais qui cherche. Et quand je pense à la relation dans une galerie, que moi aussi je cherche quelque chose, il y a comme vous étiez là-bas, au même endroit, où vous avez essayé des fois de filmer, il a échoué la première fois, et le même lieu où la personne est morte. Il y a quelque chose sur la déambulation qui maintenant que vous me dites, je me fais penser sur cette transposition des corps à travers un réel fragmenté. Ici, il y a un peu de la fiction. Les regards à travers un regard, encore à travers un corps. Et je pense aussi que c'est la différence d'un cinéma plus grand, où les gens doivent aussi marcher pour trouver sa chaise. Vous voulez dire dans une galerie, du coup, ou dans un cinéma Un cinéma énorme. Ouais. Ah oui. Mais oui, il y a complètement quelque chose qui est de l'ordre du fragment, quoi, cinématographique. Puis c'est des choses que j'ai gardées, c'est des bobines que j'ai scannées lors de cette exposition, en fait, et qui étaient vraiment un peu comme des pépites. Et à un moment, j'ai pu les scanner ensemble, mais l'idée, c'était de les résoudre un peu comme des fragments indépendants. Il y a même une esthétique un peu fragmentaire, c'est un peu abîmé comme ça, et à la fois, il y avait l'idée quand même, ce qui était l'intention du montage, c'était de résoudre chacun des 3 petits films, un peu, c'est peut-être un mot un peu... ça modestement, mais un peu comme des petites équations poético-conceptuelles, quoi, que chaque film trouve sa résolution à la fois à travers un concept et puis aussi une forme poétique, quoi, assez libre, qui correspondait à chacun des moments, quoi, à la fois dans le montage et dans le son, ou dans le rapport au texte et à l'image aussi. Merci. Une chose de merveille. Merci. Scannant les films, c'est vrai que le Super 8 est fragile, donc il y a eu un temps de montage après en numérique. Oui. Et combien de temps? Enfin, il y a certains films qui demandaient plus de travail, ou ça permettait plus de remanier le montage, j'imagine.
Comment tu as travaillé au montage Au montage, je crois qu'ils sont venus, je les avais tous scannés à un moment, et j'ai commencé avec le dernier film, en fait, avec Pecken Damu, Prémonition, et voilà, cette espèce de vision que finalement les rushs altérés étaient aussi importants que les autres, et cette idée de vraiment travailler la répétition, l'épuisement. Voilà, c'est pour ça que je suis content aussi de les voir en salle, et que voilà, la salle ne soit pas complètement, ne s'est pas vidée, justement avec cette espèce d'endurance comme ça, et qu'après, à partir de ce moment-là, il y a eu cette idée que j'ai essayé de faire du montage sur le film avec les pétroglyphes, puis finalement le truc le plus juste me semblait être le montage de mon corps par rapport au rocher, donc mes déplacements, et de quasiment pas monter. J'ai enlevé quelques petits plans redondants. Et après, le montage du film Rose Moderne, c'est vraiment fait par rapport à un espèce de rapport géométrique, comme un montage presque pictural, quoi, comme un collage par rapport. Et au niveau du son, il y a toujours, chaque fois qu'on voit la ville moderne, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'à l'époque du film, du livre de José Casal, ce palais était complètement dans le désert. Et qu'en 20 ans, Lima, c'est une espèce de mégapole. Il y a eu un exode rural énorme lié à la guerre civile, à plein de choses. Et du coup, la ville a tellement grandi qu'elle a envahi tous les alentours de... Et par exemple, là où on voit les footballeurs, dans le film de Casal, c'est un champ de maïs, en fait, au bord du désert, quoi. Et du coup, au niveau du son, c'est pour ça que j'ai gardé ce son de vide, presque un drone, comme ça, quand on est dans l'architecture. Et dès qu'on voit la ville moderne, il y a cette rumeur, cette masse de la ville de Lima qui est très, très traversée par la circulation, très bruyante, en fait, quoi, comme une très grande ville sud-américaine. Et par-dessus le sifflement d'Egelson qui est enregistré très 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 près du micro, comme ça, un peu, presque de l'ordre d'une respiration, quoi. Merci beaucoup. Ah pardon, j'avais pas vu qu'il Merci beaucoup pour ces trois films, pour ce film. Il y a une impression très étonnante sur le premier, le fait que le palais ait été reconstruit. On a vraiment presque l'impression d'être dans un décor de théâtre qui a été construit et que les acteurs ne sont pas très loin. Justement, ça... Il a été rénové dans les années 50. Ouais. Et puis, par rapport au dernier, en fait, c'est des sites qui ne sont pas protégés, parce que j'imagine que ça doit être des étendues très très grandes. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir fouiller. Le palais, il y a un musée de sites à l'entrée, mais comme je disais, comme c'est en période post-Covid, en fait, c'est limite, j'ai pris un ticket, mais je crois qu'ils m'ont même pas vu. Personne n'a réalisé encore qu'il pouvait y avoir des visiteurs dans le contexte péruvien aussi. Ouais. Là, je parlais du dernier, en fait. Ah, le dernier, oui, c'est complètement... c'est une ville qui s'appelle Pacatnamu et qui est aussi a recouvert plusieurs civilisations tout au bout d'une presqu'île sablonneuse et qui a été fouillée par une fouille allemande dans les années 50 ou 40. Par une fouille américano-péruvienne dans les années 60-70, mais chaque fois c'est des choses ponctuelles. Et d'ailleurs, les Wakeros critiquent beaucoup le fait qu'il y ait des Français, des Allemands, des Américains qui viennent, qui trouvent les pièces, qui les ramènent, soi-disant pour les analyser en Europe. Et les Wakeros, souvent, c'est des pêcheurs ou des agriculteurs à côté. Et quand il y a une saison sèche et qu'ils n'ont rien à manger, en fait, ils sont nés à côté, ils prennent leur pelle et ils vont à la Waka ouvrir une ou deux tombes, un peu comme on sort un peu des économies, et eux, à leur niveau, ils essayent d'en tirer quelques dollars, en fait. Après, c'est des pièces qui sont vendues des fois sur les marchés, quand ils ont la chance de trouver une pièce en or ou quelque chose de valeur. Et aussi, moi, ce qui m'intéressait dans cette pratique, c'est que c'est une pratique, quelque part, de résistance aussi, parce que ils peuvent, quand ils ont l'impression qu'une opération magique s'est un peu mal passée dans la profanation, ils vont voir le guérisseur, le curandero, pour se faire nettoyer spirituellement, faire una limpieza. Et au lieu de payer avec de l'argent, de l'espèce, de l'effectivo, ils vont justement négocier une relation de... comment on appelle ça,
d'échange en fait et de réciprocité, voilà, pour être plus juste, c'est important dans le monde andin, de réciprocité, où ils vont proposer aux soignants une des pièces de leur exaction. Et le soignant lui-même, s'il sent que la pièce est intéressante, va l'intégrer dans sa paraphernalia, dans les outils de soins après. Donc j'étais assez fasciné par ce fait que l'objet puisse réintégrer un circuit traditionnel 2500 ans après, éventuellement. Donc j'étais intéressé aussi par après c'est des projets que j'ai développés plus tard, par la vie sociale de ces objets en fait, comment quelque part ils voyagent aussi dans le temps et dans l'espace. Merci beaucoup, on me signale qu'on doit rendre la salle malheureusement, mais merci. Merci.